Bonjour, c'est la rentrée pour CDDM, j'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. Comme vous le savez, l'actualité nationale c'est déprimant, alors on va essayer de voyager un peu et de parler de pays qu'on connaît un peu moins. Ce qui s'est passé ce soir en Bolivie est inédit. Une fois dans une vie, dans des circonstances historiques, un pays comme le nôtre accomplit quelque chose qui résonne dans le monde entier et qui change l'avenir des Boliviens pour longtemps. Lui c'est Jorge Quiroga, le candidat de la droite conservatrice bolivienne. Il met en avant des idées néolibérales, voire libertariennes, et il est arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 17 août dernier dans le pays. Celui qui est arrivé premier, c'est lui, Rodrigo Paz. Il est devenu de plus en plus difficile de bâtir un projet politique en Bolivie. Nous devons nous battre pour rassembler de grandes majorités, comme celle réunie ici, aujourd'hui, dans ce parc. Paz, c'est un candidat qui se qualifie comme étant de centre-droit populaire. Quoi que ça veuille dire. La gauche bolivienne, au pouvoir depuis 20 ans, elle a été balayée et reléguée à la 3e place. Ah, un pays où la gauche est même pas au second tour, c'est vraiment la honte. Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et c'était pas mieux aux législatives qui se tenaient en même temps. Selon les résultats définitifs, 4 partis de droite auront 119 des 130 sièges de députés et la totalité des 36 sénateurs. Le mouvement vers le socialisme n'obtient que 2 sièges à la Chambre. J'ai dit qu'on allait voyager un peu, j'ai pas dit que ce serait de bonnes nouvelles. Mais alors, que s'est-il passé en Bolivie ? Pourquoi la gauche s'est-elle effondrée lors de ces élections ? Quel avenir pour la gauche sud-américaine en général ? Et est-ce que tout ça, c'est à cause de la CIA ? Non. La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Mais tout d'abord, la Bolivie. La Bolivie est donc située en Amérique du Sud, c'est un pays de 11 millions d'habitants sans accès à la mer, entouré par le Pérou, le Chili, l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. L'Est, constitué essentiellement de forêts et peu peuplé, l'essentiel des habitants se concentre dans les plateaux montagneux de l'ouest du pays. C'est d'ailleurs là que se trouve la capitale constitutionnelle du pays, Sucre, et sa capitale administrative, La Paz. La Paz, qui est la capitale la plus haute du monde d'ailleurs, puisqu'elle culmine à 3640 mètres d'altitude. C'est galère pour jouer au foot. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet, c'est que la gauche bolivienne a perdu les élections. Et on peut déjà le dire avant même le second tour de la présidentielle qui se tiendra le mois prochain. Pourtant, la gauche bolivienne, c'est pas n'importe qui. On the 22nd of January 2006, Evo Morales Ayma became at 46 years old Bolivia's first indigenous president. His first term was marked by the nationalization of all reserves and the approval by referendum of a new constitution aimed at reconciling Bolivia with its indigenous roots. Réélu 3 fois jusqu'en 2019, Evo Morales représentait à son arrivée au pouvoir un espoir immense pour les peuples indigènes de Bolivie, qui représentent entre 40 et 60% de la population de l'État selon les estimations. Sous sa présidence, le pays a ainsi connu une période de forte croissance économique et de développement des infrastructures, comme le rappelle ce reportage de France 24. Le téléphérique de La Paz est aussi le symbole visible du miracle économique des années Evo. Un PIB multiplié par 3 et un taux de pauvreté divisé par 2. Mais déjà, en 2019, à l'approche des élections, les choses étaient un peu plus compliquées. Le président Morales était moins populaire, y compris au sein de sa propre base électorale. Au début, la majorité d'entre nous soutenait le gouvernement. Mais l'université était au bord de la faillite. L'année dernière, elle était même sur le point de fermer. À cause de cette situation, nous nous sommes mobilisés dans la rue et malheureusement, un de nos camarades est mort, tué par balle. C'est l'étincelle qui a fait exploser notre rage contre le gouvernement. Quand nous étions au collège, nous avions d'autres espérances. Ce qui nous enrage, c'est que le gouvernement ne fait rien pour nous, alors que c'est nous qui l'avons porté au pouvoir. C'est cette même année qu'une grave crise politique a éclaté dans le pays. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'Evo Morales n'était pas supposé pouvoir faire plus que 2 mandats selon la constitution bolivienne. En 2019, il aurait entamé son 4e mandat. Sur son blog, le juriste Victor Audubert explique « Alors que le peuple bolivien s'est prononcé contre la réélection lors du référendum du 21 février 2016, le tribunal constitutionnel plurinational, sous la pression du pouvoir exécutif, déclare inconstitutionnels les articles de la Constitution limitant la réélection. En gros, ils ont rendu interdit le fait de limiter le fait de ne pas pouvoir être réélu plus de 2 fois.
en gros. Mais bon, les élections de 2019 se tiennent donc quand même, et Morales remporte la victoire dès le premier tour. Mais très vite, des accusations d'irrégularité électorale seront portées par l'Organisation des États américains et des experts de l'Union européenne, ce qui va pousser la crise à son paroxysme. Dénonçant ce qu'il a qualifié de coup d'État, Evo Morales a démissionné de son poste de président de la Bolivie au milieu d'une révolte de plus en plus violente, qui a atteint un point critique dimanche lorsque l'armée lui a retiré son soutien. Après coup, une enquête du New York Times va démontrer qu'il y avait bien eu des irrégularités dans le processus électoral, mais que ces irrégularités avaient été grandement exagérées, et qu'en tout cas, il n'y avait certainement pas lieu d'annuler les élections. Mais le mal était fait, et comme d'habitude, la peste brune va s'engouffrer dans la brèche. Comme le raconte Victor Audubert, les soulèvements populaires et pacifiques des premiers jours ont laissé place à une récupération d'une contestation authentiquement populaire par la droite conservatrice et blanche de Bolivie de l'Oriente, dont Luis Fernando Camacho est le héros. Fervent croyant, il a convaincu Janine Áñez de ramener une Bible au palais présidentiel. Ce fut la première décision de la nouvelle présidente. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Oui, un coup d'État de la droite conservatrice, on peut le dire. Ça veut pas dire qu'Evo Morales n'était pas contesté par la population ou qu'il n'a pas essayé de prolonger ses mandats, hein. Mais je le redis, il y a bien eu un coup d'État de la droite en Bolivie en 2019. La répression des pro-Morales est violente et plusieurs personnes sont tuées lors de manifestations, avec notamment 2 massacres à quelques jours d'écart. Des quelques heures d'affrontement ce 19 novembre 2019 à Sancata, localité du district 8 d'El Alto, sur les hauteurs de La Paz, restent les impacts de balles sur les murs, les vidéos sur les réseaux sociaux, des autels en hommage aux tués. On dénombrera au moins 10 morts par balle et près de 70 blessés graves, tous du côté des manifestants. Le 15 novembre, c'est à Sacaba, dans le département de Cochabamba, à 390 km de là, qu'une manifestation de producteurs de coca a fini dans un bain de sang. Au moins 9 morts. Des témoins assurent que les balles ont été tirées depuis des hélicoptères survolant la foule. Et ce gouvernement de Janine Áñez, c'est pas juste un gouvernement de transition, comme l'explique Audubert. Cependant, et bien que le manque de légitimité aurait dû contraindre l'action de son gouvernement provisoire à la seule convocation de nouvelles élections générales et la rénovation du tribunal électoral, la présidente Áñez a commencé à dérouler un agenda politique résolument marqué à droite, militariste et néolibéral. Fort heureusement pour les Boliviens, ce coup de force ne va pas durer. Des élections vont finalement être organisées près d'1 an plus tard, malgré un climat politique toujours extrêmement polarisé et violent. Gros avantage pour la gauche, Janine Áñez est nulle et sa gestion est catastrophique, notamment au moment du Covid. Elle renonce à se présenter et le MAS, le mouvement vers le socialisme, le parti d'Evo Morales, arrive largement en tête. Mais sans Evo Morales. Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. C'est son dauphin, Luis Arce, qui remportera très largement la présidentielle et qui est en place jusqu'à maintenant. Janine Áñez, elle, a été arrêtée et condamnée à 10 ans de prison pour son coup d'État. Le mot orge en sumérien se prononce che. Bon, ça fait beaucoup de rappels des faits, mais c'est pour que vous ayez bien en tête le contraste, enfin le contexte. Ça permet aussi de mieux saisir une des raisons de la défaite de la gauche. Celle-ci était divisée. Bizarre. Luis Arce, au profil plus technocratique, s'est éloigné de Morales dès son accession au pouvoir, comme le raconte France 24. Bien qu'Evo Morales ait joué un rôle majeur durant les derniers mois de la campagne électorale en Bolivie, la nomination de ce premier cabinet ministériel réaffirme la volonté de Luis Arce de montrer son indépendance et de prendre ses distances avec le leader indigène, dont la participation directe au sein de l'actuelle administration a été écartée par le nouveau président. Pour le média Le Vent se lève, les journalistes Vincent Harpoulet et Tristan Wag ont écrit une longue analyse sur les raisons de la division et de l'affaiblissement de la gauche bolivienne. Ils évoquent entre autres des conceptions différentes de l'État au sein du parti, le clientélisme, mais aussi le caudilisme, c'est-à-dire la structuration du pouvoir autour d'un leader charismatique. En Bolivie, cette dimension caudiliste des affrontements politiques s'est traduite par la confrontation de leaders politiques désireux de s'approprier l'État afin de redistribuer les ressources fiscales à leur cercle de militants. C'est ainsi qu'il faut entendre la marginalisation progressive d'Evo Morales opérée par Luis Arce dès son accession au pouvoir. Résultat de ces divisions, au moment de cette élection de 2025, Evo Morales a appelé à des votes nuls, qui ont compté pour 19% des suffrages. Et les 2 autres candidats de gauche n'ont même pas dépassé les 10%. Bon, écoutez, ça montre l'époque dans laquelle nous sommes. Mais le pouvoir n'a pas échappé à la gauche uniquement à cause de ces divisions. Il y a une raison qui revient souvent. La situation économique du pays est catastrophique. Eh oui, toujours cette fichue économie.
C'est en tout cas ce qu'explique Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Non seulement on souffre de l'évolution du prix du gaz, mais également ces ressources en gaz naturel sont en train de s'épuiser. La Bolivie, c'est une économie qui est spécialisée dans l'exportation de certaines ressources, comme le gaz par exemple, mais aussi les ressources minières. Et donc, comme l'explique Le Vent se lève, cette spécialisation, elle est risquée. Lorsque le prix des matières premières diminue, en revanche, c'est l'inflation qui pointe. Dès lors que les exportations diminuent en valeur, les réserves de dollars se raréfient. À consommation constante de biens importés, la demande de dollars augmente et il faut davantage de bolivianos pour obtenir un dollar. Ainsi, c'est sur le prix des importations que se répercute la chute du cours des matières premières, favorisant une inflation généralisée à l'ensemble du marché des biens de consommation. Un phénomène bien identifié par les économistes, qualifié de dégradation des termes de l'échange. C'est donc une situation très dure pour la gauche, qui est pourtant à l'origine du miracle économique bolivien des années 2000 et 2010. Comme l'explique la revue communiste Contretemps, artisan du miracle économique comme ministre, Arce s'est révélé impuissant face à la crise une fois président. Et sous son gouvernement, des images conjurées depuis 2005 ont refait surface, telles que la pénurie de dollars et d'essence, parallèlement à la chute des exportations de gaz. Alors là, les médias de droite jubilent, en Bolivie mais aussi en France. Causeur dit que les socialistes sont discrédités par leur gestion économique désastreuse, et un édito des Échos est carrément titré « Socialisme et chimère ». C'est un échec. Oui, mais ça faisait quand même 20 ans que la gauche était au pouvoir. C'est pas mal 20 ans de pouvoir dans une démocratie. C'est plus en tout cas que perdre une élection après 1 an de coup d'État. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui viendra après. Le candidat qui est arrivé en tête, et qui a d'ailleurs récupéré une partie de l'électorat du MAS, se présente comme de centre droit. Avec son colistier Edman Lara, un policier se présentant comme luttant contre la corruption, il représente une forme de nouveauté pour l'électorat. Le capitaine Lara s'est désormais construit un profil proche du monde populaire et des gens ordinaires. Il revendiquait une proximité avec le président du Salvador, Nayib Bukele, sans pour autant adopter son programme autoritaire et musclé. Il s'est présenté comme l'outsider anti-système qui peinait à émerger en Bolivie, et sa candidature a renforcé celle de Paz, dans un contexte où l'offre électorale était un déjà-vu de 2 décennies auparavant. L'autre candidat, Jorge Quiroga, arrivé à la seconde place, est le représentant de la droite sud-américaine la plus dure. Il prévoit de prendre exemple sur Milei en Argentine et de démembrer l'État social bolivien. Il est le candidat des élites, mais il est aussi le symbole d'une évolution inquiétante sur le continent sud-américain. L'adhésion de plus en plus forte des classes populaires à une idéologie libertarienne. Contretemps résume. Ces discours libéraux conservateurs libertariens ont aujourd'hui le vent en poupe, car le projet nationaliste du MAS, s'il a permis une croissance économique significative avec une faible inflation, n'a pas réussi à industrialiser le pays comme promis. Est-ce que le temps où l'Amérique latine entière était rouge est définitivement terminé ? Seul l'avenir pourra y répondre. Très solennel comme fin. En tout cas, n'oubliez pas que si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain.